Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose des phrases de thème. Vous le savez peut-être, le thème c'est cette partie de la traduction où vous traduisez dans le sens langue maternelle, langue apprise. D'accord ? Chacune de ces phrases met en scène un point de grammaire. Vous le constatez pour ce qui est de la première phrase, nous allons discuter de l'impératif puisque c'est précisément à ce temps qu'est conjugué le premier verbe ici prendre, n'est-ce pas? L'impératif donc. In English, the imperative. If you feel hopeless about your command of English, if you think that you will never make it, bear with me. L'impératif, véritablement, si vous êtes désespéré en anglais, commencez par ça, vous allez voir, vous allez reprendre espoir. Pourquoi? Tout simplement parce que l'impératif est extrêmement simple en anglais. Il est simple dans sa forme, et ce qui le rend simple aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'analogies avec l'impératif en français. Pas de pronom personnel pour la conjugaison à l'impératif en français, pas de pronom personnel pour la conjugaison à l'impératif en anglais non plus. Trois personnes, les deux personnes du singulier et la première du pluriel, même chose en anglais. Ensuite, les emplois que vous faites de l'impératif sont aussi les mêmes dans les deux langues. En français, rappelez-vous, on vous disait l'impératif va vous servir à donner des ordres, des conseils. On exprime aussi parfois des souhaits avec l'impératif. Et bien voilà, vous allez faire exactement la même chose en anglais. Un infinitif en anglais, c'est toujours deux mots. Laissez-moi vous donner un exemple. To run. And so you see there, here, the infinitive two words, right? We call it a full infinitive. En français, un infinitif complet. Le deuxième mot, ça va forcément vous rappeler quelque chose. Nous l'appelons la base verbale. Eh bien, lorsqu'il s'agit de conjuguer à l'impératif en anglais aux deux deuxièmes personnes, celle du singulier, celle du pluriel, ce sera confondu, comme la plupart du temps en anglais, et vous allez tout simplement prendre la base verbale et le tour est joué. Et donc, cours ou courez va se dire en anglais run, as in for instance, run Forest run, cours Forest cours. Eh bien, que fait Jenny? Elle conjugue ce verbe to run à l'impératif. Dans ce film que certains connaissent, j'imagine. Maintenant, pour donner l'ordre de ne pas faire quelque chose, vous allez faire précéder votre base verbale de do not, ou bien la forme contractée, don't. Alright, see? Et donc imaginez que le conseil soit de ne pas courir, le conseil ou l'ordre. En français, ne cours pas ou ne courez pas. Eh bien ce serait extrêmement simple en anglais. Do not run. Or more simply maybe, don't run. Right? Il y a une différence entre don't, do not. Vous le constatez ici dans la forme pleine, le not est isolé. Or, c'est à lui qu'on peut imputer l'ordre de ne pas. Lorsqu'il est isolé, il prend toute sa force. Eh bien, l'ordre de ne pas faire quelque chose, lorsque vous utilisez do not, se trouve plus impérieux, renforcé. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'un meurtre a été commis aux États-Unis, la police arrive sur les lieux et fait courir tout autour du site une bande de plastique. La plupart du temps, dans la plupart des États, elle va être jaune et noire. Et donc c'est marqué de façon répétée comme ça. Police line, do not cross. C'est exactement ça. Do not cross. Pourquoi est-ce que la forme pleine a été choisie? Tout simplement, il est extrêmement important de ne pas traverser. Il ne faut absolument pas aller sur le site du meurtre. Ça pourrait évidemment compromettre le bon déroulement de l'enquête a posteriori. Donc, do not. Un autre exemple de ce genre de conjugaison, jusque dans le milieu des années 90 à New York, vous savez, nos figurines lumineuses vertes et rouges aux abords des passages protégés, n'est-ce pas? À New York, il s'agissait de
de lettres. Et donc en vert, vous aviez walk. Don't pronounce the L, walk, ok? Et en rouge, si vous avez suivi ce que je vous ai dit, eh bien vous devinez ce qui s'illuminait, n'est-ce pas? Don't walk. Les deux verbes étaient ici conjugués à l'impératif. Traverser, enfin, marcher et ne marchez pas. D'accord? New York étant une ville extrêmement cosmopolite, aujourd'hui ces boîtiers-là ont été remplacés. Le walk a été remplacé, comme chez nous, par un petit bonhomme vert qui marche. Et le don't walk, c'est une main rouge qui s'illumine. Cette main indique qu'il ne faut pas y aller, évidemment. Voilà. Pour ce qui est de la première personne du pluriel, en français, ça donnerait des choses du style chantons, marchons, mangeons, buvons, etc. Là aussi, en anglais, une grande simplicité. Vous allez tout simplement faire précéder votre base verbale de let's. Tout le monde connaît let's go, même les gens qui ne parlent pas anglais, je l'ai déjà entendu. Enfin, les gens disent bon allez, let's go. Ou parfois on entend on y go, mais tout le monde connaît let's go, n'est-ce pas? Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que le go de let's go n'est rien d'autre qu'une base verbale à laquelle je peux substituer n'importe quelle autre base verbale. Et si vous voulez, on est dans de la conjugaison anglaise, c'est-à-dire qu'à aucun moment il n'y aura d'exception ou d'irrégularité. En linguistique, on dirait qu'on a une grande productivité avec ce let's, n'est-ce pas? À partir du moment où vous avez une base verbale, vous savez que vous pouvez la faire précéder de let's. Les seules restrictions qu'il peut y avoir, effectivement, c'est lorsque le sémantisme de la base verbale s'accorde mal avec de l'impératif. On ne dit pas, par exemple, let's want. Alors, je sais bien que le verbe vouloir peut se conjuguer à l'impératif en français, n'est-ce pas? Ça donne veuille, veuillons, veuillez. Veuille et veuillons n'est pratiquement jamais utilisé, mais veuillez, vous sentez bien qu'il s'agit ici d'une forme de politesse. Pourquoi est-ce que vouloir, pourquoi est-ce que to want s'accorde mal avec l'impératif? Tout simplement parce que vouloir, c'est un sentiment. Or, un sentiment, on peut le susciter chez l'autre, on peut le provoquer chez l'autre, on ne peut certainement pas donner l'ordre à quelqu'un d'avoir tel ou tel sentiment. D'accord? Donc effectivement, la base verbale want ne se retrouve pas ici, mais ce n'est pas une exception en termes de conjugaison, c'est le sémantisme de want qui ne va pas avec let's. Autrement, aucune exception, aucune irrégularité. N'est-ce pas? Et donc, let's go. Ceux qui ont suivi se rappellent du verbe courir en anglais, on l'avait il y a 2 minutes là. To run, courons, se dira évidemment let's run. And so, to eat, manger, to eat, let's eat, let's drink. Et une dernière petite remarque pour vous dire que cette façon de parler, let's plus une base verbale en anglais, est extrêmement idiomatique, c'est-à-dire que ça sort très naturellement de la bouche d'un anglophone, n'est-ce pas? En français, interrogez-vous, est-ce que marchons, buvons, mangeons sont idiomatiques à ce point-là? Je ne le pense pas. Le repas est prêt, la table est mise, est-ce que vous diriez facilement mangeons? Probablement pas. Bon allez, venez, on mange, ou à table. Mais mangeons n'est pas très idiomatique. Let's eat, cette façon de parler, si let's go se retrouve en français, c'est tellement on l'entend dès lors qu'on est dans un environnement anglophone. Et donc on a importé ça parce que cette façon de parler en anglais est extrêmement courante, extrêmement fréquente, extrêmement idiomatique. Voilà, let's go. L'inverse, la forme négative existe, ça va donner ceci. Let's not plus the verb, right? And so, let's run, courons. Ne courons pas, des choses comme ça. Well, very easy. Let's not run. See? And again, you could have any verb in this place, in this here, right? You could say, let's not run.
If service has been terrible and your steak was not cooked, you could say something along the lines of, let's not pay for this. Okay? Deux remarques pour finir cette leçon sur l'impératif. Imaginez que le trait que je trace ici soit une phrase dont le verbe est conjugué à l'impératif à la deuxième personne. Je le répète, singulier ou pluriel, peu importe, puisque ce sera confondu. Pour donner un ton engageant à votre phrase, quelque chose qui serait de l'ordre de l'invitation à obtempérer, vous avez une formule, j'espère qu'on le voit encore sur la caméra. Ben voilà. Will you? Let me write that again for you. On est dans une expression qui est proche de finalement please. And so you could say something like open the window, please, or open the window, will you? Cette formule vous fait immanquablement penser évidemment à l'expression française ouvre la fenêtre, veux-tu? Mais je pense que la plupart des gens qui me regardent seront d'accord avec moi en disant que veux-tu n'est pas une phrase qui est très idiomatique aujourd'hui. En 2014, en français, on ne parle plus très souvent comme ça. En revanche, en anglais, ce will you est toujours très idiomatique. Maintenant que vous connaissez le sens du mot idiomatique, on va l'utiliser. N'est-ce pas? And so, open the window, will you? It's very frequent. Do this for me, will you? Will you is very, very idiomatic. It's very, very frequent in English. Okay? Right. Le pendant de will you pour la première personne du pluriel, et donc je vous demande d'imaginer que le trait que je viens de tracer représente une phrase dont le verbe est conjugué à l'impératif à la première personne du pluriel. Eh bien, l'expression que vous allez utiliser ici, toujours pareil, hein, pour donner un ton engageant à votre phrase, shall we? Again, this shall we here is very frequent. You use it a lot, you hear it a lot. Okay? And so you could say something like, let's go together. Shall we? Okay, so let's go together. Allons-y ensemble. Shall we? On est dans quelque chose qui est proche de l'intraduisible. Un jour, j'ai vu dans un livre de grammaire ce shall we traduit par voulez-vous. C'est on s'en satisfait pas vraiment pour plusieurs raisons. Déjà, ce voulez-vous n'est pas idiomatique en français, vous ne parlez pas sans un comme ça. Et deuxième chose, voulez-vous, c'est de la deuxième personne du pluriel. Or là, on reste dans la première personne du pluriel. D'accord? Et donc, en termes de traduction, eh bien, il faut probablement ici adapter en fonction du contexte. Voilà, je vous ai tout dit, je pense, enfin là, l'essentiel en ce qui concerne l'impératif. Passons, alors, on va quand même peut-être traduire la première partie de la phrase. Donc, on avait dit que le verbe prendre ici était conjugué à l'impératif. Prendre en anglais, allez, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Vous devez l'avoir trouvé dans votre tête avant que je l'écrive sur le tableau. Prendre en anglais, to take. Right, to take. Now, the verb itself is take, right? And so if you need to conjugate that verb in the imperative, it's going to be take. You're not going to change it. You're not going to change the spelling. You're not going to change the pronunciation either. Just take, all right? And so, take your papers with you, right? So here's your sentence. Take your papers with you. Okay? Allez, un petit peu d'entraînement. S'il s'était agi de traduire prenons la voiture, je ne sais pas, prenons parapluie. Let's take the umbrella. Okay? Let's take the car. Yeah, I guess you could say that in English. Okay? So, take your papers with you. La deuxième partie de la phrase, c'est une autre leçon. On va essayer de voir comment on va exprimer
la forme impersonnelle en anglais. Le français et l'anglais sont deux langues cousines, elles font toutes les deux partie de la grande famille des langues indo-européennes, n'est-ce pas? Et par conséquent, elles ont des similitudes entre elles. Et voilà une de ces similitudes. Pour exprimer la forme impersonnelle en français et en anglais, on n'a rien trouvé de mieux, c'est un petit peu paradoxal, mais c'est comme ça que ça se passe dans nos langues, on n'a rien trouvé de mieux que les pronoms personnels, n'est-ce pas? Et effectivement, la façon la plus courante pour exprimer la forme impersonnelle en anglais, eh bien, c'est d'utiliser le pronom personnel you. Un you qui ne s'adresse pas ni à toi ni à vous en particulier, qui ne s'adresse à personne en particulier, mais au contraire à tout le monde en général. Vous n'êtes pas désarçonné si vous êtes francophone parce que tu, en français, fait exactement la même chose dans des énoncés tels que... Voilà, je vais vous expliquer ma recette de, je sais pas quoi, de pâte à crêpes. Bon, alors c'est facile. Tu prends 3 œufs, tu prends un litre de lait. Ce tu, c'est qui? Mais c'est n'importe qui souhaite suivre ma recette. Autre exemple, quand tu voyages, tu dois avoir ton passeport. C'est qui ce tu? Encore une fois, c'est tout le monde. Bon, vous le sentez, notre tu impersonnel en français garde un petit côté familier. N'est-ce pas? Oui, tu, c'est le tutoiement, et le tutoiement, c'est la familiarité. La différence avec l'anglais, c'est que you, lorsque vous allez l'utiliser pour exprimer la forme impersonnelle, il n'y aura rien de familier. On est dans du langage parfaitement courant, n'est-ce pas? Et donc, on ne sait jamais. Well, you never know. You never know. And so the whole sentence in English, take your papers with you, you never know. Okay? You n'est pas le seul pronom personnel ou le seul pronom que l'on va utiliser pour exprimer la forme impersonnelle. On peut aussi avoir one. Alors vous allez me dire le one de 1, 2, 3, ou bah oui presque, en tout cas le one de someone, quelqu'un. Et là encore, vous sentez bien que dans votre tête, vous n'avez pas besoin de faire le grand écart pour passer de quelqu'un à n'importe qui. Si quelqu'un vient, appelle-moi. Si quelqu'un vient, si n'importe qui se présente, n'est-ce pas? Et donc, one, someone, anyone. Ok? So, one. Si vous utilisez one, deux choses à retenir. Premièrement, vous allez gagner quelques points en termes de niveau de langue. On est un peu plus haut, n'est-ce pas? Et deuxièmement, sachez-le, tout ce qui est some, any, no et leur composé, someone, one, commande la troisième personne du singulier. Or, vous savez ça depuis la 6e, troisième personne du singulier, présent simple, vous devez ajouter un S ici. Donc, instead of you never know, you could also say one never knows. Okay? One never knows. And so, you never know and one never knows are very close in meaning. You could say that they are synonymous. Okay? The only difference being that the second one here, one never knows, is somewhat higher. Okay? On a un niveau de langue un petit peu au-dessus dans one never knows. C'est pas tout. Il y a d'autres pronoms en anglais qui vont vous permettre de renvoyer à la forme impersonnelle. Je pense à... Alors certains ont peut-être pensé, on ne sait jamais, we never know. Oui, oui, bon, première personne du pluriel, peut aussi s'envisager, est aussi envisageable lorsqu'il s'agit d'exprimer la forme impersonnelle. Moins courant, il me semble, que you never know. We never know? Well, yeah, why not? You could say that. Okay, so we never know. They, la troisième personne du pluriel, peut aussi s'utiliser pour la forme impersonnelle. Alors ça n'a plus rien à voir avec la traduction de cette phrase-là, mais bon, puisqu'on parle de la forme impersonnelle,
J'essaye d'être aussi complet que possible, c'était comme pour l'impératif, n'est-ce pas? Et donc, they, imaginez la phrase, they say she's pregnant. Right? So, they say she's pregnant. Cette phrase est ambiguë. Alors, quand je dis qu'une phrase est ambiguë en linguistique, ça veut dire qu'elle a deux interprétations possibles. La première, on peut très bien conférer à they une valeur personnelle. They, my parents. And so, for instance, my parents say she's pregnant. Mes parents disent qu'elle est enceinte. They, eh bien, ici un pronom personnel. Si they renvoie à mes parents, on est dans quelque chose qui est conscrit, n'est-ce pas? Mais voilà l'autre interprétation de they say she's pregnant. Ils disent qu'elle est enceinte. Ce il peut renvoyer en réalité à la rumeur, au qu'en dira-t-on. Et vous sentez bien que si on est dans la rumeur ou le qu'en dira-t-on, on verse dans quelque chose dont les contours sont bien moins précis. Mais c'est précisément ça la forme impersonnelle, n'est-ce pas? C'est peu importe qui, ça peut être un peu tout le monde. Et donc, they say she's pregnant, tout dépend du contexte, mais on peut très bien envisager de le traduire par on dit qu'elle est enceinte. N'est-ce pas? Eh bien, on dit, c'est bien la fin. They say she's pregnant. Okay, let me give you another example. They call it, so for instance, you could say something like that. They call it globalization. Globalization, la mondialisation. Allez-y, traduisez dans votre tête avant que je le fasse. They call it globalization. They. Encore une fois, they, qui est ce they? N'importe qui. Ils, les gens, n'est-ce pas? They, c'est ils. Voilà, c'est ça exactement. They, c'est ils, les gens. Donc, they call it globalization. On appelle ça, tout le monde avait trouvé, on appelle ça la mondialisation. Voilà tout ce qu'on peut dire sur la forme impersonnelle. Comment exprimer, encore une fois, ce qui concerne personne en particulier, mais tout le monde en général. De façon privilégiée, vous allez quand même utiliser you. Okay? Un dernier exemple avec you. Que pensez-vous de l'énoncé You don't do that? Comment l'interprétez-vous? You don't do that. Eh bien, ça ne se fait pas. On fait probablement ici référence à de mauvaise manière, n'est-ce pas? You don't do that, ça ne se fait pas. Peu importe qui. Voilà. Merci de votre attention pour cette première phrase.